C'est une grande fierté pour moi d'ouvrir ce congrès des ambulanciers qui se tient pour la première fois de son histoire au sein de Paris Secours Expo, au lieu réunissant depuis 2015 tous les acteurs de l'urgence préhospitalière. Les ambulanciers y ont toute leur place. Ils sont parmi d'autres acteurs, pompiers, associations agréées de sécurité civile, services d'accès aux soins, SAMU, SMUR, médecine d'urgence, des piliers du transport sanitaire et des secours d'urgence. Chacun avec sa singularité et parfois avec des divergences, il faut le dire, regarde toutefois tous dans la même direction, celle du patient et celle de son intérêt supérieur. Un intérêt qui vise à assurer une prise en soin des patients dans des conditions optimales, de temps, de qualité, de sécurité. Ce métier d'ambulancier, notre métier, nous l'avons choisi et nous le vivons avec passion. Mais être au service du patient, c'est aujourd'hui, plus encore qu'hier, un véritable sacerdoce. Nous avons traversé ces dernières années, et on en parlait il y a quelques instants, des crises sanitaires et géopolitiques qui ont affecté nos activités. Notre monde évolue à une vitesse incroyable. Les mentalités et les habitudes changent. La relation avec le patient et le soignant se dégrade. Et notre système de santé subit des bouleversements, des pressions et des contraintes qui le fragilisent. Mais toutes et tous, chacun à notre niveau, nous nous employons à conserver un haut niveau de soins pour nos concitoyennes et concitoyens. Et cela est particulièrement compliqué en ces jours de blocage des réseaux routiers. La Fédération nationale des ambulanciers privés poursuit également l'objectif de conserver ce haut niveau de soins. C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'organisation de ce congrès, car nous avons pour ambition d'être moteurs dans l'évolution de notre discipline face aux multiples enjeux auxquels elle est exposée. Je pense aux enjeux immédiats, tels que l'attractivité de la profession, qui est en carence de près de 18 000 postes, mais aussi celui de la décarbonation et de la transition énergétique de nos véhicules, de son impérieuse régénération à travers, entre autres, une nouvelle convention assurance maladie qui devra intégrer, entre autres, les nouveaux actes et bien plus encore. Je pense aussi à des enjeux plus éloignés, mais pas trop non plus, tels que celui visant à faire évoluer notre profession pour l'ancrer davantage parmi les professions de santé. Disons-le, rares sont nos patients qui nous perçoivent comme des professionnels de santé. Et pourtant, c'est ce que nous sommes. Et nous sommes fiers de concourir à notre système de santé. D'ailleurs, pendant ces 3 jours, nous allons débattre, échanger, discuter sur des sujets sans tabou ni totem. N'hésitons pas à transcender d'éventuels clivages ou corporatismes. Ainsi, aussi, je tiens à vous remercier profondément, chacune et chacun d'entre vous, de votre présence, de vos contributions pour nourrir et faire avancer utilement réflexions en cours et à venir. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement Marie Daudet, directrice générale de l'offre de soins au sein du ministère chargé de la Santé, qui nous honore de sa présence pour ouvrir notre congrès. Sa direction travaille actuellement, et toute son équipe, sur des sujets tels que l'accès à notre profession par la VAE ou la réforme du permis de conduire, pour supprimer, réduire la période probatoire de 3 ans, réforme
qui ont pour objet de déverrouiller l'accès à notre profession et faciliter les recrutements. Une partie de notre avenir est entre vos mains, Madame la Directrice Générale. Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre implication, votre présence parmi nous en est le témoignage. Les attentes des ambulanciers, nos attentes, sont immenses, sont grandes. Faisons de ce moment un moment utile pour nous soignants et pour les soignés. Faisons ce qui est nécessaire pour faire progresser la qualité du transport sanitaire. Je vous remercie, Madame la Directrice Générale, chère Marie Daudet, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être devant vous ce matin et d'ouvrir donc ce congrès des ambulanciers. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, cher Bruno Basset, vous êtes souvent le premier visage et le premier maillon du système de santé pour de nombreux patients lors d'une prise en charge. Grâce à vous, les SAMU, dont je salue d'ailleurs la présence d'un certain nombre de représentants aujourd'hui parmi vous, les SAMU savent qu'ils peuvent compter sur des interventions rapides dans le cadre de l'urgence préhospitalière et sur la transmission de bilans de qualité. De même, à l'arrivée des patients aux urgences, le lien entre les ambulanciers et les équipes hospitalières, et tout particulièrement avec l'infirmier d'accueil et d'orientation, est essentiel. On sait pouvoir compter sur votre profession. Après la crise sanitaire, lors de laquelle vous avez joué un rôle de premier plan, les mesures de la mission Braun sur les urgences ont elles aussi permis de souligner le rôle des ambulanciers, le rôle que vous jouez dans la prise en charge des patients et le rôle majeur que pouvaient jouer les ambulanciers en période de crise et de tension. Demain, dans la préparation d'événements de grande ampleur comme l'accueil des Jeux Olympiques, nous savons aussi que nous pourrons compter sur votre concours. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le métier se transforme, notamment depuis la réforme des transports sanitaires urgents, où la part de l'activité urgente a encore augmenté, j'y reviendrai. De nouveaux gestes ont été attribués aux ambulanciers depuis 2022. Et surtout, une nouvelle définition du métier a été initiée, avec d'une part l'attribution d'une valence sanitaire au métier d'ambulancier qui désormais valide la double appartenance santé et transport, puisqu'il est écrit dans nos textes que l'ambulancier est un professionnel de santé et du transport sanitaire. Et d'autre part, avec la réalisation de soins qui relèvent de l'urgence dans votre domaine d'intervention, je l'ai dit tout à l'heure. Dans cette même dynamique, les ambulanciers de la FPH ont rejoint la filière soignante à la fin de l'année 2022. L'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'état ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier est également venu modifier les référentiels de formation qui sont les vôtres, de compétences et d'activités, sur le diplôme d'état ambulancier à partir de septembre 22 et les conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier à partir d'avril 22. Donc vous savez, cette réingénierie du diplôme d'État a donné lieu à une augmentation de 5 semaines de formation par rapport à la précédente, soit une augmentation de 3 semaines de formation théorique et 2 semaines de formation clinique, les stages. Donc parmi les chantiers à venir, vous l'avez dit, Monsieur le Président, sur le volet des ressources humaines, on est effectivement fortement mobilisé à la DGOS pour essayer de répondre à vos attentes et d'avancer avec vous. Donc on peut citer plusieurs aspects, vous l'avez fait, la validation des acquis de l'expérience. Donc mes équipes ont débuté la réflexion qui était demandée sur l'élaboration de ce qu'on appelle le livret 2 de la VAE. Ce dossier doit permettre à un jury d'évaluer si le candidat a acquis les compétences requises pour la certification visée pour être ambulancier. 2 groupes de travail se sont tenus déjà et la publication du texte relatif à la VAE en décembre dernier va nous permettre maintenant d'avancer et de conclure sur ce dossier en terminant la rédaction des textes. Un prochain échange se tiendra, je crois, courant février. En tout cas, il devra se tenir avec mes équipes. Et puis nous souhaitons présenter un texte au Haut Conseil des professions paramédicales en avril. Donc sur ce dossier-là, on est en train d'aboutir. Sur le numérique en santé, on peut citer aussi que dans le cadre du plan France Relance et du PIA, le gouvernement a lancé début 2021 une stratégie d'accélération en santé numérique qui doit aboutir à l'introduction de compétences et connaissances en santé numérique dans les formations initiales de vos formations. Les travaux ont déjà été réalisés pour un certain nombre de formations paramédicales et médicales et la formation au diplôme d'état ambulancier sera très prochainement
concernés. Et d'ici la rentrée 2025, on devrait pouvoir également aboutir là-dessus. Vous avez parlé du permis probatoire, ça aussi, ça nous occupe beaucoup. Les discussions ne sont pas terminées puisque la vision des choses sur ce dossier n'est pas forcément toujours partagée par vous tous, mais on avance bien. Il y avait eu des échanges avec le précédent ministre sur le fait de supprimer la condition de détention d'un permis définitif qui ouvrait ainsi la formation aux jeunes dès 18 ans sans attendre les 21 ans. Et on essaye en faisant cela de pouvoir accroître vos recrutements et renforcer, comme vous l'avez dit, l'attractivité de la profession. Donc là aussi, il y a des premiers groupes de travail qui se sont tenus en novembre dernier. On a eu à nouveau de nouveaux échanges avec un certain nombre d'entre vous. Notre proposition, elle ne répondait pas forcément complètement à ce qui était attendu. Donc on est en train de retravailler ce projet et il faudra qu'on en discute, bien évidemment, avec le nouveau cabinet et les nouveaux, le ou la nouvelle ministre en charge de la santé. Donc nous le savons, les besoins de soins ne vont pas s'arrêter, au contraire. Vous savez que les défis sont nombreux à relever à l'avenir, notamment en ce qui concerne le vieillissement de la population, les pathologies chroniques. Vous connaissez ça par cœur. Et donc, il y a des choses qui se font, je viens d'en parler, mais on a des nouveaux défis à relever et je sais que vous êtes tous mobilisés pour répondre à ces nouveaux défis. Donc, on peut d'abord citer la poursuite de la diminution des carences ambulancières avec le déploiement de la réforme dite TSU, que vous connaissez bien, qui est un effort de long terme. On sait que le SAMU se trouvait en difficulté parfois pour trouver un vecteur de transport adapté à la situation du patient. Et on savait aussi que le nombre de carences ambulancières déclenchées en cas d'indisponibilité des transporteurs sanitaires avait fortement augmenté. Vous connaissez ces chiffres, hein, on était à plus 15% de carences sur l'année 2018. Et donc, ce qui appelle le SAMU à mobiliser souvent les services d'incendie de secours, les SDIS, ce qui pouvait entraîner un report de charge et aussi, on va le dire, des tensions locales entre les professions. Donc, on a mené cette réforme des transports sanitaires urgents, tous ensemble, hein, j'ai envie de dire, ça a été mené en lien entre l'administration, l'assurance maladie, les transporteurs sanitaires. Elle est déployée depuis 2022 et elle doit permettre de répondre à ces difficultés en permettant une rémunération propre à assurer la mobilisation des transporteurs sanitaires et en réorganisant la réponse des entreprises de transport sanitaire aux demandes des SAMU, en optimisant donc l'organisation de la garde, vous le savez, de la réponse des ambulanciers aux demandes de TSU et en diminuant donc ces carences. Elle a été bâtie, cette réforme, autour de vous, pour vous aussi, pour revaloriser le rôle des ambulanciers dans l'urgence préhospitalière. Et l'avenant numéro 10 de votre convention a augmenté le montant des prestations et de votre participation à l'urgence. Donc je sais que cette réforme était très attendue, c'est un pas important vers la prise en compte de vos efforts quotidiens. Tout n'est pas parfait, hein, le tableau n'est pas idyllique, mais il y a des choses qui se font et on essaye en tout cas d'avancer ensemble. Et nous, ce qui nous tient à cœur et ce qu'on a vu, c'est que chaque acteur a répondu présent et vous, les ambulanciers, vous avez répondu présent et vous avez participé à la construction de la nouvelle organisation de la garde dans les départements. En cela, nous vous en remercions et en tout cas, nous y sommes particulièrement à la fois sensibles et attachés. Donc on a un premier bilan qui est en cours de réalisation parce que comme je l'ai dit, c'est une nouvelle réforme, il faut qu'on voit comment elle se déploie. Les tendances font apparaître une baisse des carences, donc on se dit que ça marche, mais il y a certainement des évolutions qu'il va falloir cranter ensemble et avec l'assurance maladie pour pouvoir parfaire le dispositif. Autre sujet qui est devant nous, c'est le sujet du transport assis partagé. Donc, je sais que c'est une mesure qui, par définition, suscite, on va dire, à la fois des craintes et puis des critiques, mais elle est, comme vous le savez, aussi inscrite récemment dans la loi et il faut qu'on puisse avancer, donc il faut qu'on puisse là aussi construire ensemble et voir comment on peut permettre d'améliorer la réponse aux besoins de transport des patients, mais tout en réduisant l'impact écologique du secteur et tout en contribuant à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Là aussi, votre aide dans les discussions sera extrêmement précieux et indispensable pour pouvoir mettre en œuvre cette mesure qui est attendue. Avant de conclure peut-être, pour pas être trop longue, puisque vous avez de l'espace et du temps pour la discussion et c'est important, je pense que
c'est bien d'évoquer effectivement les enjeux de transition écologique, puisque je viens d'en parler. Vous savez que la CNAM pilote des travaux sur la décarbonation des transports du secteur. Il y a une annonce en fin d'année qui a été relayée sur le bonus écologique qui est versé depuis novembre 2023 aux transporteurs sanitaires qui utiliseront des véhicules électriques sous la forme d'un forfait. On sait aussi que les établissements, via leur plan de mobilité employeur, accompagnent cette transition avec l'achat de véhicules à faible émission ou d'occasion. Là aussi, les choses ne sont pas toujours simples, mais il nous faut avancer dans ce sens-là. C'est important de pouvoir poser les briques de tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, rappeler ce à quoi on travaille ensemble, vous dire qu'on est par définition des partenaires, vous êtes nos partenaires, et c'est ça qui est important, c'est pour ça que je suis là aussi ce matin. Les enjeux sont nombreux. Vous pouvez compter sur l'engagement et la mobilisation de mes équipes à vos côtés à tous. Et donc, je vous souhaite un bon congrès, Monsieur le Président, et j'aurai plaisir à lire les conclusions de vos travaux. Merci à tous. J'ai 3 minutes. 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Donnet a 3 minutes avant qu'elle parte. Claude? Non? Vas-y, pose tes questions. Non, mais c'est... On le sensibilise. Bonjour madame. L'actualité aujourd'hui montre que nous avons nos confrères qui sont dans la rue par rapport à la dernière loi qui est passée, ce qui démontre, si vous voulez, que ce transport partagé, c'est un transport qui est effectué par deux types de prestataires, mais qui font le même travail. Et donc, nous souhaitons que vous appuyiez, que vous nous aidiez auprès de la CNAM d'harmoniser cette situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer, aussi bien pour vous que pour nous, à dépenser des sommes importantes. Les chiffres 2 milliards 500 millions pour le transport assis. Un transport, je dirais, excusez-moi le terme, mais à faible valeur ajoutée, sur deux prestataires qui effectuent la même prestation et qui n'ont pas les mêmes contraintes. Donc il faut que vous trouviez une solution et que vous nous aidiez auprès de la CNAM pour harmoniser cette situation. De toute façon, la forme que ça prendra, je ne sais pas, mais il n'y a que vous, la CNAM et nous qui pouvons trouver, avec nos collègues taxis, une solution à cette situation. Sinon, je pense que sur le terrain, elle risque de déborder. Aussi bien, elle a déjà débordé d'un côté, mais elle risque de déborder de l'autre. Oui, c'est un sujet qu'on connaît bien, hein, effectivement, et la situation que vous évoquez, on l'a bien en tête. Donc, c'est pour ça, je savais, hein, en évoquant ce type de mesure à la fin, que par définition, on aurait éventuellement une discussion. Donc, ce que j'ai dit, c'est que cette mesure-là, il faut qu'on arrive effectivement à la bâtir ensemble. Et on est en lien avec l'assurance maladie pour essayer de trouver des solutions, et notamment sur le sujet taxi-ambulancier, il faut qu'on voit comment on avance. Alors je rajouterai juste sur le transport partagé, on parle beaucoup du transport partagé assis. On a des sujets, des exemples à l'échelon européen qui nous montrent qu'on est un peu en retard en France sur l'assis, mais sur le transport partagé, on a aussi, et je pense que ça relève de votre ministère, une approche réglementaire sur le transport à deux ou le transport ambulance partagé. On a un peu tendance à l'oublier parce que la volumétrie fait que le transport assis est prédominant dans le transport partagé, mais on sait, si on veut faire évoluer les choses, que ce soit au niveau tarifaire ou au niveau fonctionnel, que ça doit forcément au préalable passer par vos services et que le cadre législatif soit correctement posé. Et je sais que voilà, on va avancer sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de... Oui. Merci. Bonjour à tous. Je ne suis pas ambulancier, je ne suis pas dans votre profession. Par contre, j'accompagne mon fils qui est ambulancier et avec, j'allais dire performant, mais qui a eu son vécu et son expérience. Et nous essayons effectivement de lui monter sa structure d'ambulancier et nous nous heurtons, donc j'espère que ça sera abordé sur l'ensemble du congrès, le problème des agréments. Où les agences régionales de santé ne délivrent plus d'agréments. Et je souhaite, dans le congrès, effectivement, aborder ce sujet pour savoir comment sont délivrés aujourd'hui des agréments. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Alors, je vais rapidement vous répondre. Le cadre législatif existe. La révision du quota du nombre d'autorisations de mise en circulation est inscrit
dans le cadre légal. Et les ARS ont l'obligation, je pense, tous les 5 ans, de faire, en fonction du recensement de la population, des révisions et par rapport au calcul. Et je peux vous dire qu'il y a bon nombre de départements, et notamment sur le transport assis, où on est très, très en deçà. Donc, le dispositif législatif existe sur la révision du nombre d'autorisations qui sont nécessaires. C'est au prorata de la population. Il y a des départements qui ont des effets d'inflation de population et d'autres de déflation. Et donc, l'adaptation, et c'est ce que doivent faire les ARS, c'est au prorata et ça se fait tous les 5 ans. Donc, surveillez bien ça dans les départements où votre fils veut s'installer et qu'il dépose un dossier quand ça sera le bon moment, mais c'est publié quand il y a des ouvertures de création d'autorisation, c'est publié officiellement, c'est dans les recueils des actes administratifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu une... Ah, après, une dernière question, après on libère madame. Ça va être très rapide. Bonjour. Alors, moi, ça concernait plutôt la décarbonation, ça va être assez rapide. Au sujet de la décarbonation, on a des véhicules qui sont en moyenne 40 à 50% plus chers qu'un véhicule diesel classique. Et on nous propose un forfait annuel de 1 100 € par véhicule. Personnellement, je doute de la pertinence de cette mesure et je voulais savoir s'il y avait des efforts supplémentaires ou des réflexions qui sont faites par rapport à cela. Merci. Je note, mais là, aujourd'hui, les forfaits, ils ont effectivement été fixés. C'est une nouvelle mesure qui est en place là, depuis l'automne, donc il n'est pas prévu à date de modifier le montant des forfaits. Mais on peut toujours échanger et réfléchir pour une seconde étape si on voit qu'effectivement, ça n'est pas à la hauteur et surtout que ça n'a pas d'impact sur le terrain. Mais là, les forfaits tels qu'ils ont été fixés, ils sont par définition en place. En tout cas, il y a une table ronde sur ce sujet-là et je vous invite vivement à y venir parce qu'il y a des sujets très innovants, notamment sur le rétrofit et la transformation des véhicules à gasoil en véhicules électriques qui, sur certains aspects législatifs, vont forcément évoluer très rapidement et du coup, économiquement, vont être beaucoup plus intéressants. Madame Daudet, je vous remercie.